Bienvenue dans l'Instant H, un podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap, qu'elles soient elles-mêmes porteuses, aidantes ou qu'elles travaillent sur le sujet en tant qu'experts ou chercheurs. Je suis Sarah Pebro, comédienne et auteure, j'ai eu un cancer du sein. J'ai partagé mon expérience avec humour et espoir dans un livre, Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur, et un spectacle, Cas surprise. Dans ce podcast, je vais rencontrer des femmes et des hommes qui vous raconteront comment vivre en situation de handicap, et en particulier dans l'emploi, ce qui a pu les aider dans leur parcours, tant humainement que techniquement, ce qui est mis en place au sein d'INRIA, et tout ce qu'ils tirent de positif de leur expérience. Plongez dans l'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci déjà d'être avec nous pour ce podcast et de venir partager votre expérience. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, je peux tout simplement vous demander de vous présenter ? Bien sûr. Donc je suis Étienne Moulet, j'ai 31 ans et je suis actuellement post-doctorant, chercheur junior, on va dire, à l'INRIA, qui est un institut de recherche dans le numérique. Et relativement à la thématique de notre conversation, je suis en situation de handicap depuis bientôt 17 ans. J'ai eu un accident de la vie lorsque j'avais 14 ans, qui fait qu'aujourd'hui je suis tétraplégique. C'est un terme qu'il faut parfois redéfinir, parce qu'on a l'image du tétraplégique qui nous vient du film Intouchable, qui est une personne qui ne peut bouger que la tête. Oui. Mais la tétraplégie peut être un peu moins lourde, ce qui est mon cas. J'ai une bonne mobilité de mes bras, pas de mobilité de mes doigts en revanche, mais ce qui fait que c'est un handicap assez lourd, pas parmi les plus lourds, mais malgré tout assez lourd. D'accord. En très résumé. Et pour revenir un peu, donc vous aviez 14 ans, est-ce que dans ce que vous voulez bien sûr partager avec nous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du temps, bon, c'est arrivé en tout cas, le temps entre l'acceptation et puis après, plus tard, les démarches administratives. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors j'étais très jeune, adolescent, lorsque j'ai eu mon accident, donc c'est vrai que les problématiques liées à l'emploi, à l'inclusion dans le monde du travail se sont posées que bien plus tardivement. Oui. Relativement à l'acceptation, je dois avouer que j'ai eu de la chance de rebondir et de vite me mettre dans une démarche de tirer le meilleur d'une situation délicate à bien des égards. Mais la première démarche que j'ai entamée, c'était celle de poursuivre mes études. Oui. J'ai eu un accident entre la classe de seconde et de première. D'accord. Et donc la première problématique a été la poursuite de mes études. Donc en version très résumée, j'ai été en centre de rééducation pendant 1 an suite à mon accident. D'accord. Dans lequel il y avait une cellule éducative qui m'a permis de suivre quelques cours qui pouvaient s'articuler suffisamment bien avec mon programme de rééducation. C'est bien, ça, je ne savais pas que ça existait. Non, mais c'est bien d'en parler parce que je ne me rendais pas compte qu'on pouvait... Je dois avouer que je ne sais pas à quel point c'est courant. Oui, d'accord, si c'était particulièrement là où vous étiez. Voilà. Ou si j'étais dans un centre de rééducation à côté de Grenoble, parce que je suis savoyard d'origine. Et donc j'ai pu suivre quelques cours, ce qui m'a permis de passer mon bac de français. À l'époque, ça fait un peu vieillot de dire ça, mais à mon époque, on passait le bac de français à la fin de la première. Et ensuite, j'ai réintégré... Moi aussi, je suis encore plus... je ne dirais pas mon âge. Aujourd'hui, il y a eu il y a eu beaucoup de changements, oui, c'est vrai. de variations sur l'articulation du baccalauréat. Et... par la suite, pour la terminale, j'ai réintégré mon lycée d'origine. D'accord. Car la cellule éducative dans laquelle j'ai pu suivre quelques cours dans mon centre de rééducation fermait. Donc c'était un retour un peu forcé, imposé plutôt, mais qui au final a été plutôt salutaire. J'ai eu un très bon accueil de la part du proviseur de mon lycée qui a tout mis en place matériellement pour que je puisse être accueilli de nouveau dans mon établissement. Qu'est-ce qui a été mis en place du coup Alors, principalement des aménagements
une rampe d'accès. D'accord. J'avais eu, au lieu d'avoir des cours répartis dans plusieurs salles éclatées dans le lycée, ma classe avait une classe attribuée qui était en D'accord, ouais. rez-de-chaussée. Donc voilà, c'était des démarches essentiellement pratiques. Ouais. Et bon, voilà, j'ai pu par la suite faire face à certains blocages. D'accord. J'ai dû ouvrir quelques portes, on va dire ça comme ça. Mais Face à des personnes qui étaient un peu dans des stéréotypes ou de... alors j'ai eu deux oppositions, on va dire. La première, justement pour mon passage en terminale, étant donné que j'avais suivi que quelques cours de français, quelques cours de sciences, mais très, très éparses. Le responsable de la cellule éducative a voulu imposer mon redoublement. Et le proviseur de mon lycée qui me réaccueillait, du coup, m'a fait confiance et a préféré me réintégrer dans mon groupe d'âge pour retrouver des camarades de classe en terminale. En argumentant, et ce que je trouve tout à fait sensé, que c'était plus important que je me retrouve dans un milieu que je connaissais. Bien sûr. Et que dans le pire des cas, je redoublais ma terminale si je n'avais pas mon bac. J'en ai pas eu besoin. J'ai la chance d'avoir toujours eu une cervelle qui fonctionnait plutôt bien. Et La chance, je pense que vous avez travaillé surtout, hein, déjà pendant le centre d'éducation, dans les études en parallèle. Et puis objectivement, non. C'est pas, au contraire, c'est le contraire de la prétention, j'espère en tout cas, mais j'ai pas beaucoup de mérite. Sur ce plan-là, j'ai été câblé comme ça, on va dire. J'ai pas beaucoup travaillé, même pour avoir mon bac. J'ai eu la chance de pouvoir ne pas trop avoir besoin de travailler pour avoir mon bac. J'ai dû me mettre au boulot ensuite en école préparatoire, ce qui a été la suite de mon parcours. Mais j'ai toujours été plutôt très bon élève et les choses rentraient assez facilement. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et objectivement, j'ai pas beaucoup de mérite sur ce point. Et par la suite, je parlais de deux blocages. Le second était justement pour l'intégration en classe préparatoire. C'était mon souhait de faire une classe préparatoire pour ensuite passer le concours d'entrée aux grandes écoles. Et j'avais connaissance d'une école préparatoire qui est intégrée dans un lycée en Haute-Savoie, parce que mon grand frère était passé par cette école et m'avait indiqué que globalement ça semblait faisable avec relativement peu d'aménagement. Et le blocage que j'ai eu, c'était une fin de non-recevoir de la part du proviseur qui était en place à l'époque, qui m'a répondu par courrier de manière très laconique en me disant que son établissement n'était pas accessible et qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Et il a fallu que je provoque, que j'impose même une rencontre en chair et en os sur place, et que je demande expressément à faire une visite d'établissement pour que le proviseur se rende compte qu'il y avait un ascenseur dans son établissement, des toilettes accessibles. Et bon, par la suite, ça s'est bien passé parce que ce monsieur a eu la bonne idée de prendre sa retraite, et la personne qui a pris la suite était beaucoup plus accueillante et avenante. C'est pas dur. Voilà, on est plus accueillant. Bon, on voit quand même votre détermination à chaque fois et votre persévérance. Ça, laissez-moi vous donner ce compliment-là. Merci beaucoup. Parce que c'est une grande force, je pense, face aux épreuves. Alors, je dois dire aussi pour la suite que les choses ont pris une tournure relativement opposée. Suite au concours que j'ai passé, j'ai pu être classé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement des concours, mais en gros, j'étais en situation dans ces concours d'intégrer une grande école que j'avais déjà pu arpenter au cours des oraux des concours que j'ai passés. Et l'accessibilité m'avait semblé limitée. Ouais. Donc j'avais le dilemme entre choisir une école très prestigieuse, mais pour laquelle je savais que les accès allaient être potentiellement compliqués, ou alors choisir une école un peu moins prestigieuse, mais qui était dans des locaux beaucoup plus récents, beaucoup plus accessibles. Et donc j'ai fait la démarche de contacter directement la direction de cette école pour exposer la problématique. Et là, j'ai eu, je
crois, la réaction qui me semble la plus appropriée. Le directeur m'a dit très clairement, alors je connais rien au handicap, je suis incapable de vous dire si mon établissement est accessible pour vous ou non. Donc ce que je vous propose, c'est que vous veniez, on passe la journée ensemble, on visite Génial. tout l'établissement, y compris la résidence associée à l'école. Ouais. Et on fait la liste de ce qu'il vous faut. Et on fera tout ce qu'on peut pour se mettre en accessibilité et rendre notre établissement accessible. Et C'est bien de parler de ces personnes-là, parce qu'heureusement qu'il y en a, vraiment, mais c'est bien aussi de les mettre en avant. À la fois, dans une situation idéale, je préférerais qu'il n'y ait pas besoin d'avoir la chance de faire des bonnes rencontres. Bien sûr. Ah oui, non, mais il faudrait que ce soit évident pour tous et que ce soit... Ah bien sûr. Mais malgré tout... Voir que ce soit déjà en place, voir que tout soit déjà en place pour qu'on n'ait pas besoin de faire toutes ces démarches, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est vrai que c'était une rencontre, et pour toute la suite de ma scolarité, toute l'équipe, je peux citer le nom de l'école. Bien sûr. Je fais l'école des mines de Paris, et vraiment je tiens à leur tirer un grand coup de chapeau, parce qu'ils m'ont permis vraiment de faire absolument tout, des voyages d'études en mettant à l'étranger, en mettant tout en place, financièrement en particulier, pour que je puisse tout faire. Donc vraiment, grand coup de chapeau. Top, donc on pensait pour eux. Exactement. Et donc, par la suite, donc votre arrivée dans le monde professionnel, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez dû faire des démarches de RQTH et... Alors, la démarche de RQTH, au final, je l'avais déjà faite sans vraiment y penser, au cours d'un renouvellement de dossier auprès de la MDPH. Oui, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, je le dis pour les personnes qui nous écoutent. Et du coup, j'avais coché cette case sans vraiment savoir ce que ça pouvait impliquer, les droits et les aides auxquels ça pouvait donner accès. Donc, cette démarche n'a pas été quelque chose de très réfléchi ou même compliqué, ou qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais cela étant dit, je l'ai eu dès le début, et c'est vrai que je me suis rendu compte, même simplement au cours des stages que j'ai pu faire dans ma scolarité, dans mon école d'ingénieur, que cette RQTH donnait des facilités d'aménagement de poste, en particulier, ce qui était globalement mon besoin le plus prégnant. Et donc, par la suite, j'ai découvert le monde du travail par le biais de stages en entreprise. Et ensuite, dans mon premier emploi, j'ai été mis en contact avec la mission handicap de l'entreprise dans laquelle j'ai commencé à travailler, dans laquelle je suis resté pendant 5 ans. Et ensuite, les choses se sont faites relativement naturellement. À chaque dossier auprès de la MDPH, j'ai renouvelé cette demande. Et depuis, voilà, j'ai cette... ce que je qualifierais à la fois d'une étiquette et d'une carte blanche, d'un permis de travailler, je ne sais pas trop comment dire. Mais d'avoir les conditions, qu'on réponde aux besoins que vous avez pour travailler dans les mêmes conditions de la personne à côté qui n'est pas forcément en situation de handicap, que tout le monde soit dans le même niveau de confort, si je puis dire, en tout cas avec les mêmes les besoins réunis, quoi. Absolument. Et on parlera juste après d'INRIA, mais dans cette première expérience professionnelle, donc vous êtes resté 5 ans, c'est ça ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc au niveau de l'aménagement de poste, ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait sans difficulté. Alors il n'y avait pas de difficulté. Il n'y a pas eu de difficulté au sens de blocage volontaire. La difficulté que j'ai pu avoir, en revanche, c'était un problème de communication. D'accord. Il y avait plusieurs intermédiaires entre moi qui exprimais un besoin et les personnes qui étaient en mesure d'y répondre. Ouais. Et en fait, il a fallu quelques mois et que je dise que peut-être que les choses pourraient aller plus vite si on communiquait directement, pour qu'on soit mis vraiment
face à face et qu'on puisse discuter compromis en quelque sorte, puisque on m'avait demandé de dresser un peu une liste semi-exhaustive de mes besoins, ce que j'avais fait, en donnant des exemples de ce qui me semblait être des solutions idéales ou adaptées en tout cas à mes besoins. Et justement, c'est sur ce point-là que le blocage s'est fait. Les personnes qui étaient en charge de la mise en place de ces aménagements, de l'achat tout simplement du matériel, avaient des problèmes de marché. Ils n'avaient pas la référence que j'avais donnée dans leur base de données, ce genre de considérations. Et du coup, se creuser la tête, essayer de trouver un moyen d'acheter spécifiquement ce que j'avais demandé. Ce que vous aviez dit, au lieu de directement communiquer avec vous et dire, ça n'est pas disponible, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait... C'est ça. Il a suffi d'une réunion face à face pour que je dise, en fait, je vous ai donné cette référence, mais celle que vous me présentez là peut tout à fait faire l'affaire également. Cet objet-là répondait à 100% à mes besoins, mais celui-là répond à 98%, et globalement, ça reste très satisfaisant. Donc voilà, le seul écueil que j'ai pu avoir dans cette première expérience était un chemin un peu long pour que la communication s'établisse de manière claire entre les personnes impliquées dans ce genre d'adaptation. Et humainement, dans cette expérience, comment ça se passait ? Vous n'avez pas eu trop de maladresse. J'en parle parce que je trouve que c'est toujours des choses dont il est bon de parler, plus pour éviter que certaines personnes soient maladroites, soit proposant trop d'aide, soit venant pas forcément. Enfin voilà, je ne sais pas, si par hasard il y a des anecdotes ou autres. On est tous différents par rapport à la manière de présenter son handicap, Bien sûr. Recevoir... la manière la vision qu'ont les autres personnes sur notre handicap. Pour ma part, je suis très indulgent, je crois. Je suis plutôt quelqu'un de bienveillant, qui se vexe pas, qui prend pas les choses très mal. Je trouve les maladresses globalement toujours très mignonnes, enfin la plupart du temps en tout cas. Et par ailleurs, j'ai toujours opté très rapidement pour une approche par l'humour, parfois en étant un peu cash, parfois en désarçonnant un petit peu mes interlocuteurs, mais ça permet de mettre les pieds dans le plat, des fois de soulever des lièvres, de le faire de façon un peu moins frontale que... Voilà, je préfère qu'il y ait trop de questions, beaucoup de questions, plutôt qu'il y ait des fausses impressions, ou des questions auxquelles personne n'a de réponse tant qu'on ne me les pose pas. Donc, toujours de communiquer finalement. Exactement. Comme pour le côté matériel, finalement, Absolument. Dans le côté humain de travailler ensemble. Enfin, ça a l'air bête, mais bon, c'est bien de le dire. Et que c'est vrai que parfois, par peur d'être maladroit, juste de poser une question, même en disant j'ai peur d'être maladroit, mais voilà, je voulais juste savoir comment est-ce que je peux éventuellement soit t'aider, soit pour qu'on... Et par ailleurs, j'ai pleinement conscience, mon handicap, c'est un handicap acquis, donc... avant mon propre accident, même si j'étais jeune, je n'avais aucune idée de ce que le mot handicap voulait dire, du fait qu'il y en avait une infinité, que tous étaient différents. Et j'ai découvert mon propre handicap. Dans mon parcours, j'ai pu découvrir les handicaps d'autres personnes. Et c'est impossible d'avoir une connaissance parfaite d'une personne et de sa situation de handicap en la voyant simplement. Bien sûr. Donc la communication est vraiment essentielle sur ce point, et c'est aussi probablement pour ça que j'ai cette démarche didactique et d'essayer de donner le plus d'informations, d'explications à des personnes qui peuvent être curieuses ou demander ce genre d'informations. Donc j'ai toujours essayé de mettre en place un climat de tout sauf de malaise relativement au handicap. Et parfois, j'ai eu des questions auxquelles je m'imagine même pas qu'on pouvait se poser ce genre de questions. Mais voilà, toujours avec de la bienveillance et beaucoup de didactique. Et je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir conscience que même en étant ouvert au handicap, en fait... chaque personne vit son handicap ou ses handicaps de manière différente, et que personne n'est mieux placé pour expliquer ce dont il a besoin ou pas besoin, envie de parler, pas envie de parler, que la personne qui est directement concernée. Mais au global,
pour revenir à la question d'origine, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai des collègues géniaux qui sont restés des amis. Voilà. J'ai eu la chance, j'ai l'impression, dans toutes les étapes de ma vie, de me retrouver dans des groupes sociaux extrêmement bienveillants, ouverts et qui sont devenus pour la plupart des amis que je compte bien garder encore longtemps. Bah oui, je le vois. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ce qui est en place chez INRIA ? Donc vous êtes arrivé, donc vous avez eu cette première expérience, et donc INRIA, quand est-ce que Alors entre les deux, j'ai eu une autre expérience. Donc, ma première expérience professionnelle était en tant qu'ingénieur dans le nucléaire. Et au bout de ces un peu moins de 5 ans que j'ai évoqué, j'ai décidé une petite réorientation de carrière. Et donc j'ai quitté mon emploi pour effectuer une thèse, un doctorat. D'accord. Dans une équipe de robotique médicale, mais ma propre thèse était plutôt orientée sur les neurosciences et l'étude de ce qu'on appelle le contrôle moteur humain, ce qui est la manière dont le cerveau contrôle nos muscles pour effectuer nos mouvements. Donc clairement, j'avais une idée derrière la tête de commencer à travailler sur mon propre cas, celui des autres aussi, mais voilà, la motivation était quand même relativement égocentrée à ce moment-là. Oui, c'est normal, en plus c'est du coup un sujet quand on le connaît. Exactement, pousser, voilà, il y a la double casquette de patient expert et également alors, je ne sais pas si je me caractériserais tout de suite d'expert scientifique, mais en tout cas avec des bonnes bases. Sur la voie de... Et donc voilà, donc j'ai eu cette expérience professionnelle intermédiaire, entre guillemets, même si c'était un sacré morceau, de 3 ans, presque 4 ans de thèse. Oui. Voilà. Et donc, je me suis arrêtée au DEA, donc je suis toujours impressionnée. C'était une autre expérience avec plein de choses à apprendre, à apprivoiser sur soi, sur les autres, mais qui était là aussi humainement absolument incroyable. J'ai eu la chance de recréer un autre noyau amical avec mes collègues doctorants et pas que, aussi d'autres personnes qui étaient dans la même équipe que moi. Et donc je suis arrivé à l'INRIA en octobre 2022 pour donc un postdoc, qui est l'étape intermédiaire entre la thèse et une carrière académique, un poste de chercheur académique. Et donc je suis arrivé en octobre à l'INRIA. Et donc la question était ce qui a été mis en place. Oui, ce qui a été mis en place. Et après, l'idée, c'est de parler, ce que vous souhaitez partager avec nous sur ce qui a été mis en place en termes d'aménagement de poste. Et puis après, même si c'est très important, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment humainement ça a pu se passer dans ce que, encore une fois, vous souhaitez partager avec nous. Alors, en termes matériels, le principal élément était l'installation d'un bureau réglable en hauteur, puisque j'ai 2 handicaps, je suis tétraplégique et je suis très grand. Et les deux combinés font que j'ai besoin d'un bureau réglable en hauteur. Après, il s'agit d'achat de matériel informatique spécifique, mais pas adapté. Enfin, j'ai... Dans ma vie personnelle, j'ai essayé plusieurs matériels de type souris, clavier, ce genre de choses. Et au final, j'ai trouvé du matériel tout à fait standard, mais qui me convient plus que d'autres. Vous avez communiqué en direct cette fois ? Oui. Alors, oui, si, quand même. Vous pouvez nous dire. Il y a un intermédiaire. Il y a une référente handicap au centre de Paris, centre INRIA de Paris, qui, du coup, fait l'intermédiaire avec... alors, je ne saurais pas dire son titre exact, mais en tout cas, une personne en charge de la politique handicap générale. Donc, sur certains sujets, il y a un besoin d'approbation, on va dire. Bien sûr, Mais en tout cas, la communication a été très fluide. Super. Avec un micro-écueil que je dois quand même citer, qui est un écueil administratif, qui est qu'en fait, on n'a pas pu lancer les demandes d'aménagement avant que je n'arrive, puisque
ce qu'on avait voulu faire pour que les choses soient en place à mon arrivée, ce qui semble assez logique. C'est logique, oui. Mais dans les faits, les aménagements de poste ne sont faits que sur préconisation du médecin du travail. Ah oui, et le qu'il médecin faut que du vous ayez travail vu. ne peut être sollicité que lorsque l'on est officiellement employé. Ah oui, donc ça c'est quelque chose, si vous nous écoutez, qu'on Oui. peut peut-être Absolument. améliorer. Parce qu'en effet, après... donc vous avez eu un temps, quand vous êtes arrivé, vous n'aviez pas encore l'aménagement nécessaire. Matériellement, si, D'accord. parce qu'en fait, on a eu la chance que le bureau était déjà disponible dans les locaux. Okay. J'imagine qu'il avait dû être acheté pour une personne qui en a eu besoin avant moi. Sur le matériel informatique, je l'avais acheté moi-même et je me suis fait rembourser a posteriori. Okay. Donc voilà, on a pu on peut optimiser ça. Comme ça. Mais en revanche, donc, j'ai parlé d'aménagement matériel, mais il y a également un aménagement logistique, si je puis dire, relativement au transport. Oui. En fait, en fauteuil roulant, les transports dans la ville de Paris sont pas toujours faciles, là aussi. Si vous pas adapté. Voilà. Voilà. Si vous nous écoutez, il n'est jamais trop tard. Nous sommes en 2023. Il peut commencer à être un peu tard au regard des Jeux paralympiques qui vont avoir lieu l'année prochaine, mais c'est bon. Jamais, mieux vaut tard que jamais dans tous les cas. Voilà, allez-y. Mais donc voilà, j'avais une problématique de transport à régler, même si j'habite à peu près 40 minutes à pied ou à roue, ça dépend comment on voit les choses. Oui, enfin, mais ça reste conséquent. Et en l'occurrence, cet aménagement-là n'a pas... Donc l'aménagement qui est en place aujourd'hui, qui est celui de transport de taxi, en fait, accessible, taxi PMR, qui sont pris en charge par INRIA. Cet aménagement-là n'a pas pu être mis en place immédiatement. Donc il y a eu un petit délai qui a été lié justement à cette contrainte administrative. Mais voilà, c'est... des choses à améliorer une fois qu'on est en place. Globalement, les choses roulent plutôt bien. Il y a un autre aménagement ou prise en charge, accompagnement, je ne saurais dire, qui est en relation avec mes déplacements professionnels. Oui. Donc j'ai eu déjà plusieurs missions à effectuer en dehors de Paris. Et dans ces cas-là, ma situation de handicap fait que j'ai besoin d'assistance humaine. Et du coup, une autre participation d'INRIA était de prendre en charge un accompagnateur pour gérer justement cette partie humaine. D'accord. Et humainement, au sein de l'équipe et au sein d'INRIA, parce que... Alors, j'ai eu un très très bon accueil. En fait, je suis à cheval entre deux équipes. Une équipe qui est sur le site de Paris, qui est une équipe dont les sujets sont orientés autour de l'intelligence artificielle, vision par ordinateur, robotique. Et une autre équipe qui est mon équipe de rattachement officiel, on va dire, qui est à Montpellier et qui travaille sur les problématiques liées au handicap, sur la conception de dispositifs d'assistance au geste en particulier pour les personnes en situation de handicap. Donc cette équipe-là était d'ores et déjà largement sensibilisée à la problématique. Mais donc excellent accueil, je tire un grand coup de chapeau et je suis plus qu'heureux d'être dans cette équipe, même si je les ai physiquement pas beaucoup vus. L'accueil était vraiment, est toujours d'ailleurs vraiment génial. Et au final, également dans l'équipe parisienne qui n'a pas de thématique liée au handicap, l'accueil a été vraiment très très bon également. Voilà, beaucoup d'autodérision, de dérision envers les autres, par les autres. Je me suis retrouvé dans une dynamique humaine dans laquelle je me suis très vite senti comme un poisson dans l'eau. Donc, très, très bon accueil là aussi, humainement. Super les équipes, mais bon, super vous aussi, parce qu'on a compris que dans chacune de vos expériences professionnelles, vous aviez lié beaucoup de liens aussi, donc je pense que c'est aussi lié à ce que vous êtes et la façon dont vous
vous pouvez pas avoir de la chance sur tout, là. Non, mais c'est vrai, ça joue. Non, mais c'est super quand ça se passe bien avec les équipes. Et puis, je pense que peut-être que vous avez une façon, comme vous le disiez, déjà positive. Et puis, avec l'humour, d'en parler, qui doit... Je sais pas, mais je suppose que pour certaines personnes, peut-être que ça enlève des complexes ou autres. Et puis, que, du coup, il y a une facilité d'échange. Ça peut débrider, oui, je suis d'accord. C'est ça. Donc, c'est super, en tout cas, que ça se passe comme ça. Et qu'est-ce que vous auriez aimé de différent dans votre parcours ? La liste est longue. Allez-y. On a 2 heures, alors, moi je rigole. Je pense au global que j'aurais aimé que le handicap soit normalisé. Dans le sens où je pense qu'on est, en matière de handicap, on est soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que si les conditions pratiques, logistiques, d'accessibilité sont optimales pour les personnes en situation de handicap, ces personnes participent à la société, sont représentées dans toutes les couches, dans toutes les couches sociales, dans tous les pans de la vie quotidienne. Et du coup, tout un chacun, valide ou pas, est confronté, directement ou indirectement, mais en tout cas voit le handicap et ça devient une variable à gérer comme une autre, au même titre qu'il y a des gens qui sont grands, petits, des familles avec ou sans enfants, voilà, qu'on est tous différents. Et quand je disais que c'était un cercle soit vertueux, soit vicieux, dans la situation inverse, qui est globalement, même si les choses avancent, mais qui est globalement, je pense, celle dans laquelle on est, en tout cas à Paris, c'est une situation où, pour prendre un exemple, j'ai eu beaucoup d'exemples de cas de restaurateurs, de commerçants, auxquels je faisais la remarque avec beaucoup de bienveillance à chaque fois, que créer une petite pente, une petite rampe d'accès à leur établissement était un effort pas si important que ça. Bien et sûr. que en termes de démarche, c'est beaucoup mieux que de devoir même simplement demander devoir faire un signe à l'intérieur pour que quelqu'un vienne installer une rampe. Quand elle ce qui existe, attire par l'attention, ailleurs, et puis on n'a pas forcément envie, voilà. de toute façon, on peut être timide et pas avoir envie que Aussi. tout le monde nous regarde Exactement. quand on arrive quelque part. Et la réponse qui m'a souvent été faite a été de dire oui, mais en fait, j'ai jamais personne qui vient en fauteuil, donc ça va me coûter cher. Et donc voilà, le cercle Là, vicieux s'installe. on n'est pas dans le cercle vertueux, Voilà. on est passé dans le cercle vicieux. Ouais. C'est ça. Donc je pense que beaucoup de problèmes seraient réglés, vont se régler probablement, parce que comme je disais, il y a quand même des choses qui avancent et dans le bon sens. Mais j'ai vraiment le sentiment que plus le handicap sera représenté et normalisé comme une caractéristique parmi tant d'autres, plus la mise en accessibilité deviendra évidente, comme on s'adapte à d'autres caractéristiques particulières. Donc, pour moi, cette démarche-là, elle doit s'enraciner dans une démarche, dans une dynamique qui prend place dès la scolarité. Et malheureusement, sur ce point, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en France, puisque la scolarité des enfants en situation de handicap, malheureusement, se fait encore beaucoup dans des centres spécialisés, qui ont le mérite d'exister parce que ça permet aux enfants en situation de handicap de suivre des études, mais qui justement ne va pas dans le sens de l'inclusion et de la normalisation. Oui, c'est ça, j'allais dire, de handicap. normaliser. Enfin, voilà, encore une fois, c'est une différence, tout comme on doit leur apprendre qu'ils sont tous différents, qui sont ponctuels, d'autres pas, ordonnés, à l'aise à l'oral, à l'écrit. C'est en plus, si dès le plus jeune âge, on nous habituait comme ça changerait tout, même sur le regard plus tard. Absolument. Pas un sujet, en fait. Donc voilà, c'est une réponse très générale à votre question. Non, mais c'est des vrais points et puis je reviens dessus, mais je pense que si on commence par les transports, si au niveau de l'État peut y avoir une modification, ça serait un signal fort aussi pour que les restaurateurs ce soit plus une question et que ce soit bien sûr peut aider. Je veux dire pour citer un exemple très concret,
je suis plus étudiant maintenant, mais j'ai découvert assez rapidement un bar dans les environs autour de chez moi qui est 100% accessible avec plusieurs rampes, puisque c'est un bar avec des petits étages à l'intérieur, des toilettes accessibles. Et donc ça a été un effort pour cet établissement. Je l'imagine très bien que ça a été un surcoût, on va dire, initial. Et en fait, je pense que juste par ma propre fréquentation de cet établissement, parce que étant donné que c'est globalement le seul bar 100% accessible que j'ai dans un horizon raisonnable autour de chez moi, je vais tout le temps dans ce bar avec mes amis, etc. Donc je pense que le retour sur investissement, au final, n'est pas si difficile à obtenir. Ouais, bien sûr. Et si la démarche civique et civile de se mettre en accessibilité pour accueillir tout un chacun n'était pas suffisante, on peut aussi se dire que les personnes en situation de handicap ont un pouvoir d'achat et souhaitent l'exercer librement. Comme tout le monde, en fait. C'est aussi une opportunité. Voilà. Et à contrario, comme on parlait de ce que vous aimeriez de différent dans votre parcours, maintenant, si vous nous disiez ce que vous gardez de positif. Je pense que ma situation de handicap a été un catalyseur de bonnes personnes. Les situations difficiles qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait face à cette épreuve ou ces difficultés fait que les personnes qui restent ou qui viennent sont des bijoux, en fait. Et quand je parlais de la chance que j'ai pu avoir de rencontrer des gens, c'est pas forcément volontairement ou parce que je suis avenant, que je suis entouré de personnes géniales aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça peut aussi servir de filtre ou de catalyseur, si on veut voir ça de manière un peu plus positive. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'une des variables qui fait qu'aujourd'hui, malgré mon handicap, j'ai une très belle vie, c'est les gens qui m'entourent, que j'aime et qui m'aiment. Et cette transformation, cette transfiguration d'une épreuve, d'un fardeau, comme je disais, dans des bijoux de personnes, des petits joyaux qui gravitent autour de moi, je pense que, mine de rien, mon handicap a facilité cet environnement pour lequel que je ne souhaiterais jamais changer. Je suis très heureux des gens qui m'entourent. Et je pense que, mine de rien, le côté positif, entre guillemets, de mon handicap a été celui-ci, de me faire une vie en très bonne compagnie. Et c'est très juste, donc ça fait écho. Pour un petit mot de la fin, qu'est-ce que c'est votre vision de la vie aujourd'hui ? Si je réponds 42, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est peut-être un peu spécifique et un peu geek. J'avoue. Même si j'apprends beaucoup de choses grâce à vous tous, mais je vous conseille de lire l'INRIA, H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Voilà, c'est aussi... Pardon, c'était très spécifique. Non, mais pas de souci. Je pense que le mot-clé, je pense, c'est celui de l'indulgence. De l'indulgence envers soi, envers les autres aussi. C'est pas forcément toujours facile, mais là, je reviens sur un point positif de mon handicap, mais qui au final, je pense, m'a ouvert les yeux sur cet aspect-là. Il faut admettre ces difficultés, les difficultés auxquelles on est confronté. Il faut savoir demander de l'aide. C'est probablement la chose la plus difficile dans la vie de demander de l'aide. C'est sûr. Mais au final,
ça ouvre les portes vers justement des rencontres incroyables. Et surtout, quand je disais indulgence, il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide. Indulgence également envers les autres, envers ceux qui ne savent pas forcément. Ça rejoint ce que je disais sur l'aspect didactique que je peux avoir relativement au handicap. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, bien évidemment, il y a des situations qui peuvent être énervantes, révoltantes parfois. Mais j'aime à penser que le fond humain est bon malgré tout, que la plupart des gens ont de bonnes intentions et que même si les premiers contacts ou les premiers gestes sont maladroits ou peut-être pas du tout appropriés, un petit peu d'indulgence peut permettre justement d'engager une démarche didactique et positive pour que simplement les échanges humains soient meilleurs, constructifs et nous fassent tous avancer. Communiquer, finalement, c'est un peu le maître mot, c'est un peu notre fil rouge. Et puis il y avait une citation, c'est un truc en anglais, mais c'était Everyone is fighting a battle you know nothing about, be kind always. Donc pour les non-anglophones, tout le monde, chacun mène une bataille dont on ne sait rien et soyons gentils toujours. Et c'est vrai que peut l'oublier parfois, être blessé par des maladresses. La maladresse, elle peut se rectifier, mais en échangeant en effet et parfois avec l'humour, comme vous savez le faire, pour passer outre et avancer ensemble. Est-ce qu'il y a, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas partagé, que vous aimeriez partager, qu'on n'aurait pas évoqué ? Peut-être sur l'aspect non visible des handicaps. Oui. Des handicaps qui ne sont pas visibles en tant que tels et des problématiques liées au handicap auxquelles on ne pense pas forcément. Alors, bien évidemment, je connais principalement, essentiellement mon cas. Pour les personnes paralysées comme moi, la première chose à laquelle on pense, et c'est tout à fait naturel, c'est la problématique de la mobilité. Oui. De ne pas pouvoir marcher, ou pas pouvoir se servir correctement de ses mains. Mais au final, il y a une infinité de problématiques qui sont moins visibles extérieurement, qui sont parfois un peu plus intimes, mais qui sont très, très essentielles, voire même plus essentielles que la problématique de la mobilité. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui sont vraiment essentiels, les actes de la vie courante, simplement aller aux toilettes, par exemple, l'autonomie pour faire sa toilette, prendre une douche, des choses comme ça. La gestion, le fait que pour mon handicap en particulier, il n'y a pas juste la mobilité, il y a aussi la sensibilité qui est affectée. La sensibilité au sens du toucher, pas au sens la sensibilité émotionnelle. Mais non, ça, on n'avait pas trop de doutes là-dessus. et ça peut avoir un impact sur la vie quotidienne qui est largement supérieur à celui de la mobilité dans l'absolu. Ouais. En soi, pour me déplacer, j'ai un fauteuil roulant que je peux utiliser en relative autonomie pour des actes, par exemple, pour aller aux toilettes ou prendre ma douche. J'ai besoin d'aide humaine, par exemple. Ouais. Et ces aspects-là sont pas forcément facile à aborder dans une conversation ouverte, même si je le fais aujourd'hui dans un micro. Non, mais c'est bien d'en parler, parce que comme vous dites, en fait, il y a toujours ce qui est visible, ce qu'on voit, et puis on va pas forcément plus loin, soit par discrétion, ou parce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on disait quand on ne sait pas. Absolument. Mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler, parce que c'est pas, entre guillemets, juste une difficulté à se déplacer. En effet, c'est plus complexe, donc c'est bien d'en parler. Mais j'encourage justement des personnes qui pourraient être concernées à en parler, puisque même si, comme je le disais, ça peut toucher la vie intime, mais en fait, ça ouvre les yeux sur des choses que l'on peut ne pas comprendre. Un exemple très personnel, pour
aller aux toilettes, faire pipi. Ouais. Je peux le faire en autonomie, mais ça me prend en gros entre 10 et 15 minutes. D'accord. Et dans une journée, personnellement, je vais aux toilettes entre 5 et 8 fois. D'accord. Donc si on multiplie par 10-15 minutes, je passe un certain temps Tout à fait. Beaucoup de pauses. Voilà, Beaucoup exactement. de temps de pause. Et ça fait aussi parfois que on est un peu en retard ou que Bien ça sûr, donne des ouais. contraintes. Si on veut sortir entre amis, il faut trouver un lieu qui a des toilettes accessibles, ce genre de choses. Et c'est un aspect de la vie qui est essentiel. Et si on n'en parle pas assez, les solutions qui sont proposées ne concernent pas ces problématiques. Et je navigue depuis quelques années maintenant dans un environnement scientifique qui essaie de proposer des solutions au handicap. Et essentiellement, en tout cas, ce qui est le plus médiatisé et ce qui attire le plus d'attention, c'est la problématique de la mobilité, Oui. de la motricité. Alors que Parce que c'est visible, en effet. Et puis, c'est ce qu'on suppose. C'est important, mais Oui. en fait, il y a eu des études qui se sont intéressées à cette problématique et qui ont mis en avant justement que les problématiques liées à la motricité, au final, n'étaient pas prioritaires si on demande aux personnes en situation de handicap si tu devais choisir une chose à, entre guillemets, réparer chez toi, pour laquelle tu souhaiterais retrouver cette fonctionnalité, c'est rarement la motricité qui apparaît en premier. Mais voilà, il y a également des chercheurs, des entreprises qui s'intéressent à ces problématiques, mais je pense que plus on exprimera ce genre de besoins, et au mieux, les personnes qui sont en situation de proposer des solutions pourront le faire, pourront mettre en Bien œuvre sûr. leur démarche et leur recherche. Les personnes qui nous écoutent. Exactement. Voilà. Il y a encore à avancer. C'est bien d'avoir autant avancé, mais il y a encore à faire. Absolument. Et à ce titre, alors je reviens sur INRIA, mais je souhaite aussi saluer une démarche qui a été mise en œuvre depuis quelque temps à INRIA, chez INRIA, pardon. Mais je crois d'ailleurs que l'un de vos invités pourra en parler, c'est la démarche Human Lab. Oui, on va recevoir en effet voilà, Roger Pissard-Gibolet, qui est un des membres, et Christine Azevedo Coste, qui est ma référente dans le cadre de mon postdoc, qui est également à la racine de ce projet chez INRIA. Et cette démarche est comme d'autres Human Lab en général, et il y a d'autres initiatives qui mettent au centre de la problématique de la recherche du développement les personnes et l'expression directe de leurs besoins, et qui les impliquent dans le processus de développement. Je trouve que ce genre d'initiative est vraiment incroyable, et c'est comme ça que les solutions utiles vont arriver in fine directement aux utilisateurs et en répondant à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est tout à coup par un intermédiaire et communication. Exactement. Et quand même, une chose importante avant qu'on se quitte, que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un collègue ou une collègue qui serait nouvellement en situation de handicap et qui n'a pas encore forcément fait toutes les démarches, peut-être même au début de l'acceptation de sa situation. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? D'être indulgent envers lui-même ou elle-même. Je pense que il faut déjà se connaître soi avant de pouvoir expliquer ce dont on a besoin aux autres. Mais cette découverte aussi en termes de solutions peut aussi se faire, encore une fois, en échangeant. Et une chose très, très simple, c'est peut-être de trouver un ou une collègue qu'on pourrait au final plus caractériser d'un ou une amie, et d'exprimer les besoins, les problématiques, les enjeux, les peurs, les craintes, et d'étendre petit à petit ce cercle de personnes qui ont connaissance de la problématique, des problématiques liées à une nouvelle situation de handicap, pour se rendre compte au final que la manière dont le handicap est reçu peut être
tout à fait décomplexé et bien reçu. Et aussi que des aides peuvent être mises en place très, très facilement, très simplement. Donc, facilement et simplement. Je vais enlever les traits. Mais voilà, il y a des choses qui existent, des aides qui sont inscrites dans la loi d'ailleurs. Et par définition, si c'est inscrit dans la loi, c'est que c'est un droit. Et c'est bien de le dire. Il ne faut pas ressentir cette aide comme étant de la charité, de la pitié. Toutes les aides qui peuvent être mises en œuvre sont au final en tout cas moi je les vois comme une compensation du fait que la société n'est pas encore aujourd'hui tout à fait prête à ce que tout le monde puisse être accueilli et inclus et participer à la vie sociale entre guillemets comme si de rien n'était. Donc ces prestations, ces aides que l'on peut recevoir sont une petite pièce, une petite pierre portée à l'édifice de la construction d'une société qui est inclusive et dans laquelle chacun peut évoluer sans contrainte. Et je pense qu'en ce sens, le terme situation de handicap est très important. Bien sûr, ouais. Parce que le terme situation de handicap, c'est une pathologie, certes, parfois, pas tout le temps d'ailleurs, mais qui est mise en regard avec une situation matérielle, logistique, sociale. Le travail, en fait, on est en situation de handicap au travail. Voilà. Et ça ne définit pas. Absolument. Enfin, merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Prenez soin de vous. Vous l'avez. Merci. Merci à notre invité pour son témoignage inspirant. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'Instant H, le podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, en envoyant le lien à 1 ou 2 collègues et à des proches, et en parlant dans la vraie vie. Nous sommes tous concernés. Et c'est en partageant ces témoignages et ces messages inspirants que nous parviendrons à changer le regard sur le handicap, pour mieux vivre et mieux travailler ensemble. Et pour finir sur une citation de Thérèse de Lisieux, que Nicolas a partagée avec nous lors de l'enregistrement, « Le soleil brille toujours derrière les nuages. L'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. »